pertenece a Cosmopolitan. Señores, me alegro. Buenos días. Hola, son las 8 de la Todo mañana. tipo de culturas, todo tipo de personas, de nacionalidades, de El costumbres. premio por encima de los demás. Año de muchas cosas. Madrid célèbre Noël en promettant à ses millions de visiteurs un tourisme exceptionnel, ainsi qu'une diversité civilisationnelle et ethnique où l'histoire se mêle au présent, sans place pour la discrimination ou le racisme. Mais le rythme s'intensifie lorsqu'il s'agit des défis bruyants qui troublent la péninsule ibérique. La victoire douloureuse, tel est le titre d'un article du journaliste espagnol Ignacio Zambrero, spécialiste du Maroc depuis 30 ans, dans lequel il annonce la fin de 10 ans de poursuites judiciaires contre lui par le Marzen, qu'il accusait de diffamation contre le régime marocain. Des accusations rejetées par la justice espagnole et considérées par la société civile espagnole comme une tentative marocaine d'intimidation contre quiconque expose ses méthodes. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Zambrero a accusé le Marzen d'espionner son téléphone via le logiciel Pegasus. Ce qui a mis le Marzen sur le banc des accusés devant l'opinion publique espagnole et ravivé les inquiétudes sur l'ampleur de la cyber-intrusion et de la souveraineté numérique du pays. Ainsi, le dossier est passé d'un simple différend avec un journaliste à une affaire révélant la dangerosité du Marzen pour l'Espagne et l'Afrique du Nord, nécessitant une enquête. Malgré le travail mené par les cercles sécuritaires, académiques et politiques sur ce qu'on appelle l'ennemi vert, signifiant le danger éternel qui les guette, telle une plante verte qui se régénère et dont les racines ne sèchent jamais. Le retour du dossier Pegasus sur le devant de la scène et ses répercussions nous ont poussés à enquêter. Zambrero, craignant des pressions judiciaires, a décliné notre demande d'interview lors de notre passage à Madrid, malgré le verdict final en sa faveur. En alternative, nous avons contacté plusieurs experts des affaires ibériques et maghrébines qui nous ont avoué avoir été soumis à différentes formes d'intimidation lorsqu'ils abordaient ce sujet. Nous avons alors réalisé que notre mission ne serait pas aussi facile que nous l'avions imaginé. Et nous avons mesuré l'ampleur du conflit dissimulé sous une chape de silence. La pression est immense. Nous sommes face à un mur de silence. Un marathon d'appels avec des personnalités médiatiques et militaires s'est soldé par des refus pour diverses raisons. Des cercles influents ayant préféré garder l'anonymat nous ont néanmoins aidés à décrypter les codes et accéder à des figures de confiance que les pressions du Marzen n'ont pas réussi à réduire au silence, car elles considèrent leur travail comme un devoir moral et une responsabilité historique dépassant les calculs politiques. Notre quête pour analyser les dimensions complexes de ce dossier nous a conduits dans plusieurs villes espagnoles. Notre première halte, Santiago de Compostela, capitale de la Galice, située à 600 km au nord-ouest de Madrid. Nous partons à l'aube et arrivons dans l'après-midi à la faculté de droit. Nous y rencontrerons
le professeur de droit constitutionnel Carlos Ruiz Miguel, qui mène ses recherches aux côtés de son épouse, la professeure Yolanda Blanco Soto. Ruiz Miguel, avec une vision perçante et des déclarations défiant les mensonges du Merzen, expose les dessous des conflits maintenus sous silence par des cercles influents en Espagne. Il défend ses positions malgré les menaces qu'il a reçues. J'ai reçu aussi même des menaces de mort, mais je ne veux pas me taire. À Madrid, nous avons rencontré Tomás Barbolo, journaliste et écrivain qui défie la censure culturelle et défend des vérités historiques occultées. Il est une voix qui lutte pour arracher la vérité aux griffes de la répression. Il a tenu ses engagements et a répondu présent au rendez-vous. Une autre acceptation nous est parvenue de Maria Montero, journaliste d'investigation aux îles Canaries et présentatrice de programmes politiques sur une chaîne de télévision espagnole. Profitant de son passage à Madrid, elle a accepté de nous rencontrer. Connue pour sa défense acharnée de l'Espagne, son style audacieux met en lumière les manipulations des politiques internationales. Elle continue de défendre ses positions malgré les risques. Le dernier à répondre positivement fut Fernando Cocho, analyste en renseignement et sécurité, expert en cybercriminalité et contre-espionnage. Cocho, avec une présence forte, une large audience, une crédibilité reconnue dans les médias internationaux, possède une vision approfondie des menaces pesant sur la sécurité espagnole et actualise en permanence sa lecture de la géopolitique. Il sait pertinemment que participer à notre enquête lui attirera des ennuis et des attaques sur les réseaux sociaux. Cet enregistrement va m'attirer des problèmes. Les analyses de ces experts remettront le dossier Pegasus sur le devant de la scène, révélant ce qu'il cache et ses implications sur l'avenir stratégique du sud de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Une affaire de ce genre a besoin de certaines informations, de certaines documentations qui dépendent directement de l'État d'Israël, où est le siège de l'entreprise qui avait fabriqué le Pegasus. Et nous savons très bien que Israël est un allié du Maroc. Et de ce point de vue, je pense qu'il ne faut pas attendre une coopération d'Israël sur ce sujet parce que politiquement, ça peut nuire son allié principal qui est le Maroc. Sembrero ha dado visibilidad. Sembrero a mis en lumière un sujet encore plus grave, les écoutes téléphoniques via un logiciel israélien d'espionnage. Con un programa de escuchas israelí, Marruecos. Le Maroc a espionné des journalistes, des personnalités politiques importantes et même des membres du gouvernement. En ese mismo programa, el Pegasus, haya escuchado a miembros del gobierno. Además, de las víctimas más destacadas del caso Pegasus, el propio presidente del gobierno, Pedro. Parmi les victimes de cette application, il y a le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, ainsi que certains de ses ministres. Je ne m'attends donc pas à une fin rapide de ce dossier, ni à son archivage. Surtout que l'enquête est en cours auprès de nombreux pays et institutions de l'Union européenne.
La question est de savoir si l'entreprise a réellement fait faillite, compte tenu de la nature de ses clients et de ses filiales. N'est-il pas étrange que l'entreprise ait déclaré faillite juste après l'explosion du scandale d'espionnage? De plus, il y a 4 ou 5 sociétés au Luxembourg. Que están señaladas judicialmente y que en cuanto los jueces españoles reciban esa información sensible económica de facturas, de movimientos bancarios, Qui ont été sommés par la justice de révéler leurs transactions financières et les factures correspondantes afin d'identifier les clients et les acteurs réels derrière cette opération. La grande question est de savoir comment et dans quel but les informations obtenues ont été utilisées. Pour le chantage, le vol, l'espionnage, c'est une question cruciale pour la sécurité nationale espagnole. y para qué y por qué, y luego esa información que han recabado de manera ilegítima, ¿qué han hecho con ella? Porque después de acceder a información, Notamment si des clients espagnols sont impliqués et que nous découvrons la nature des informations collectées et leur utilisation, qu'il s'agisse de revente ou d'autres usages. C'est un sujet délicat pour le gouvernement espagnol. información que tiene que ver ya con nuestra seguridad nacional. D'un point de vue politique, je ne vois pas aucun parti politique en Espagne demandeur d'explications, pas seulement au gouvernement, mais demander au gouvernement que demande une coopération des États concernés, notamment, bien sûr, Israël et le Maroc. Lo preocupante de todo este asunto es que Ce qui est préoccupant dans cette affaire, c'est que nous ignorons ce que le Maroc sait sur notre gouvernement. sobre el gobierno Le plus grave, c'est que le gouvernement n'a fourni aucune explication aux citoyens, bien qu'il l'ait exigé. a pesar de que se la han pedido. Es más, el gobierno sobre todo este asunto mantiene un Ce silence du gouvernement est difficilement justifiable dans une société démocratique. justificar en una sociedad democrática. No, quizá no sepamos nunca qué es lo que Nous ne saurons jamais la quantité de données volées au chef du gouvernement ou à la ministre de la Défense. Pero el Pegasus realmente Le problème réside dans la confiance entre gouvernements pour échanger des informations ou dans l'intention d'un gouvernement d'écouter pour obtenir des informations stratégiques ou non. Peut-être même pour connaître des détails précis sur les personnes espionnées. o no, a lo mejor son cotidianas de las personas que son espiadas. Ce qui distingue Pegasus, c'est la gestion de sa licence. L'entité sioniste a accordé une seule licence par client. Pourtant, les données collectées par Pegasus passaient par des serveurs dans l'entité sioniste pour les gouvernements détenteurs d'une licence, tandis que la version originale du logiciel restait sous le contrôle de l'entité sioniste. Avec la faillite de l'entreprise, il est désormais difficile d'obtenir des clarifications sur les activités du programme ou les informations extraites. De doble filo. Pero hay una regla básica Personne en ne révèle ce genre de choses publiquement. Finalement, nous sommes les seuls en Espagne à en parler ouvertement. que hemos declarado públicamente que nos han vulnerado. ¿Cuándo? Pourtant, 1 an et demi avant ce scandale, le Centre national de cryptographie en Espagne avait mis en garde contre le risque d'intrusion de ce programme et d'autres similaires. Había un riesgo de penetración de ese software como de otros softwares. Le Centre national de cryptographie avait communiqué aux membres du gouvernement qu'il y avait un risque et que je ne sais pas pourquoi ce risque n'a pas été pris en considération. C'est difficile de voir pourquoi après le président espagnol fait des concessions au Maroc, c'est inexplicable. Et donc, la seule explication, à mon avis, c'est que lui et d'autres ministres du gouvernement sont des victimes du chantage
notamment pour des informations obtenues avec le logiciel Pegasus. Très probablement, le service secret marocain avait obtenu des informations sur la corruption de l'entourage du président du gouvernement espagnol. Maintenant, il y a plusieurs enquêtes judiciaires ouvertes sur l'épouse du président, sur son frère, sur ses ministres les plus proches, sur toutes la structure de corruption de son entourage. Je pense que le Maroc connaissait très bien toute cette structure de corruption et avait fait chantage de faire public tout ça si le président ne faisait ce changement radical dans sa politique. Manifestación contra Pedro Sánchez en Cibeles, Madrid. Février 2020, le président du gouvernement espagnol rencontre le président sahraoui lors du sommet Union européenne-Union africaine, provoquant la colère du Maroc. Avril 2021, l'Espagne accorde des soins médicaux au président sahraoui atteint du Covid-19, exacerbant les tensions avec Rabat. Mai 2021, l'afflux massif de milliers de migrants à Ceuta atteint son paroxysme, entraînant une condamnation du Parlement européen et aggravant la crise diplomatique. Juillet 2021, remaniement ministériel incluant la ministre des Affaires étrangères, amorçant un virage politique à Madrid. Mars 2022, le Premier ministre Pedro Sánchez soutient officiellement le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, plaçant l'Espagne face aux conséquences de ce revirement sur sa position régionale et son passé colonial. La question du Sahara occidental, c'est pour le Maroc l'objet central de sa politique extérieure. Tomás Barbolo, dans son livre L'histoire interdite du Sahara espagnol, révèle les secrets de la fin de la colonisation espagnole. Accords occultés, rôle des grandes puissances et abandon du Sahara au Maroc et à la Mauritanie. Un ouvrage clé pour comprendre les racines du conflit. Marruecos intentó pescar en río revuelto, como decimos aquí. Le Maroc a essayé de pêcher dans les eaux troubles, parallèlement aux actions de l'armée du Polisario qui se battait contre les soldats espagnols. Il a déclenché une campagne de terrorisme contre les civils au sein de la ville occupée d'El Ayoun. Una campaña de terrorismo contra civiles dentro del Ayoun. Eh bien, je crois que la responsabilité de l'Espagne est absolue en tant qu'ancienne puissance coloniale qui a engendré le front Polisario et la résistance sahraoui. La de España es absoluta como antigua potencia colonial y es absoluta como porque su actitud provocó el nacimiento del Frente Polisario, de la resistencia. Hassan II était plus préoccupé par la politique, mais Mohamed VI est plus préoccupé pour les affaires économiques et en fait il a multiplié les richesses du roi. Et
Alors lui, bien sûr, a un intérêt pour le Sahara occidental, pas seulement politique, mais aussi, c'est lui, c'est Mohamed VI qui a transformé le Sahara occidental dans une machine à produire de l'argent pour lui. Mais c'est pas seulement le Sahara occidental, c'est lui qui a essayé d'influencer aussi l'Union européenne, notamment pour que les produits marocains peuvent être introduits plus facilement dans le marché européen et pour faire plus de l'argent. La domination sur le Sahara occidental ne veut pas dire seulement contrôler le phosphate, mais aussi le plateau continental des îles Canaries, où il y a beaucoup de pétrole, de gaz et de terres rares. Et donc le Maroc est très intéressé non seulement par le contrôle de la géopolitique de la région, mais aussi de ses ressources économiques. C'est le même scénario qui se répète à chaque fois. Dès qu'il y a un parti politique dans l'opposition, ce même parti soutient la cause du Sahara occidental. Mais dès qu'il arrive au pouvoir, il oublie totalement le Sahara occidental et c'est le parti sortant qui soutient à nouveau la cause sahraoui et ainsi de suite. Évidemment, organiser un référendum est nécessaire après une fin de colonisation catastrophique. Sauf que le Maroc agit avec beaucoup d'intelligence puisqu'il procède à peupler les territoires sahraouis avec des colons marocains venus de différentes régions afin d'avoir une majorité dans le cas de l'organisation d'un référendum qui sera en faveur du Maroc, bien évidemment, car le recensement des populations a été préparé dans son intérêt. Le dossier sahraoui continue de provoquer des débats au sein de l'Union européenne, où les institutions font face à une pression croissante sur la légitimité des accords commerciaux avec le Maroc, incluant le Sahara occidental. La Cour de justice de l'Union européenne a plusieurs fois jugé que le Sahara occidental est un territoire distinct du Maroc. Mais lorsqu'il s'agit de la Cour européenne de justice, c'est plus difficile à dire. Pourquoi? D'abord, les arrêts de la Cour ont été favorables au Front Polisario. Mais quand j'avais lu les conclusions de l'avocate générale, parfois, j'ai pensé que c'était des conclusions écrites par un avocat travaillant pour le Maroc, parce que plusieurs moments des conclusions, plusieurs affirmations étaient aussi insoutenables, aussi incroyables pour une personne qui connaît le droit européen et le droit international, que parfois j'ai pensé que ce n'était pas écrit par l'avocate générale, mais par une autre personne qui éventuellement pourrait avoir influencé l'avocate générale. Mais bien sûr, ça c'est une spéculation. Il n'y a pas de preuves pour ça. C'est impossible de faire une affirmation sur ce sujet. Les relations maroco-espagnoles reposent sur une équation complexe entre intérêts communs et pression mutuelle. Le Maroc exploite les cartes que lui offre la géographie pour obtenir des gains politiques, tandis que l'Espagne tente de trouver un équilibre entre coopération et résistance au chantage. Le dernier en date, l'ouverture des douanes à Ceuta, Melilla, en contrepartie de l'espace aérien sahraoui. L'Espagne a demandé d'être soutenue avec plus de 200 000 miles en eau territoriale du côté de l'île de Pérou. Le Maroc a formulé la même demande aux Nations Unies. Il existe un véritable conflit autour de l'île de Pérou qui compte la plus grande réserve de tellurium qui n'a pas encore été exploitée. Il y a un point de convergence qui met dos à dos la politique de l'Espagne et celle du Maroc. Une des promesses
pour le virement de la politique, le revirement de la politique espagnole au Sahara occidental, c'était l'ouverture des douanes à Ceuta et Melilla. Mais qu'est-ce qui s'est passé que le Maroc n'a pas voulu ouvrir les douanes, et malgré ça, notre gouvernement continue à dire que nous sommes des amis, nous sommes des alliés, tout ça. Les relations, en fait, n'est pas bonne. Il dit, le président, que nous sommes amis, nous sommes alliés, mais en fait, par exemple, je me souviens quand le gouvernement avait voyagé au Maroc, le roi ne voulait pas se rendre au Maroc pour s'entretenir avec le président. Ça, c'est un geste pas amical, bien sûr. Ça veut dire que le Maroc demande plus de choses au gouvernement espagnol que le gouvernement espagnol encore n'octroie pas au Maroc. La política exterior del gobierno actual que tenemos en España es bastante... La politique extérieure espagnole est considérée comme faible actuellement. Et la population de Ceuta, Melilla et les îles Canaries sont conscients de cela. Nous avons besoin d'une politique plus stratégique sur le plan international, ainsi qu'une sécurisation de nos frontières. Notre politique actuelle manque de clarté et nous ne comprenons pas son orientation réelle. Nous regardons régulièrement des individus escalader les murs de Ceuta, d'Melilla, Lumbreras et ceux qui arrivent illégalement aux îles Canaries. En 2024, nous avons enregistré un chiffre record d'immigrants clandestins, à savoir 40 000 migrants. Il est clair que la fermeture des frontières entre Ceuta et Melilla du côté marocain est une carte de pression économique. Environ 60% des habitants de Ceuta et de Melilla comptent sur les échanges commerciaux avec le Maroc. Donc fermer les frontières vise à étouffer ces deux villes autonomes, afin de les pousser à se tourner vers la péninsule ibérique, sauf qu'il y a un problème. Donc pousser ces personnes à quitter ces deux villes pour que finalement il ne restera que des militaires. Et si les civils quittent ces régions, on peut les considérer comme des colonies militaires. Derrière cette stratégie, il y a une intention permanente de vouloir créer des difficultés qui empêchent Ceuta et Melilla de se développer économiquement et de s'appauvrir à cause de cette politique. Certaines sources proches des services de renseignement espagnols m'ont confié qu'une carte du Grand Maghreb se trouve au niveau du bureau du roi. Elle comprend Ceuta, Melilla, quelques territoires du Sahel et de l'Algérie et tout le Sahara occidental qui ne font pas partie évidemment du territoire marocain. C'est un plan marocain aux objectifs expansionnistes visant l'Algérie, Ceuta, Melilla, le Sahara occidental et des îles Canaries. Voilà pourquoi nous ne sommes pas en sécurité face à ce scénario qui risque de se réaliser. Nous vivons dans la peur à cause de la fragilité de la situation au niveau de nos frontières, à cause du plan marocain tracé depuis 40 ans. La période transitoire en Espagne a provoqué des failles, selon les milliers de documents de l'agence américaine de renseignement, des documents qui concernent également la marche verte, mettant au grand jour les intentions expansionnistes du Maroc. Ce qui prouve encore une fois que le Sahara occidental n'est pas marocain. Et cela est une vraie catastrophe pour le Maroc. Le volume d'intérêts cumulés durant de nombreuses années fait qu'une solution de la question sahraoui est extrêmement compliquée. De arreglar. Entiendo que esa alianza viene hace muchísimo tiempo y que da igual quién gobierna en Estados Unidos porque son políticas expansionistas tanto de Israel, no solamente a nivel económico sino a nivel tecnológico. Les tractations politiques s'appuient sur des sacrifices continus du Maroc, une influence discrète mais aux répercussions palpables, révélant un jeu d'alliance et de lobbying, notamment en Europe, drainant des sommes colossales.
De sources proches, les services secrets parlent de plus de 3000 agences de renseignement marocaines implantées en Espagne, chargées de recueillir des informations précises et sensibles sur les entreprises espagnoles et les médias. El compañero Cembrero, porque Marruecos sigue muy de cerca todas las noticias que publicamos en España que a ellos les pueda afectar. Le Maroc suit de près toutes les informations diffusées par les médias qui le nuisent. Pas étonnant, puisqu'il a pu corrompre les députés de l'Union européenne. Le Maroc Gate est un véritable scandale. Y realmente el Morocco Gate, como se ha llamado, pues es un auténtico escándalo. La diplomacia marroquí y lo que no es diplomacia dentro del Estado marroquí. La diplomatie marocaine et ses porte-voix ne pratiquent pas la diplomatie dans son sens traditionnel. Elle exerce une pression sur les États, notamment sur l'Espagne, qui s'est ralliée à ce pays. Du Maroc en Espagne, mais aussi en France et dans toute l'Europe sont très bien connus. Pas seulement par la révélation des documents de cette compte Twitter Chris Coleman, mais bien avant, il y a eu des auteurs français qui avaient publié sur ce sujet. Je me souviens du livre Notre ami le roi de Gilles Perrault, où il déjà, c'est un livre que je crois qu'il avait été publié en 1990 environ. Et depuis ce moment, on connaît, au moins dans la France, les activités du lobby. Et après, on a eu la connaissance que beaucoup plus de personnes étaient impliquées dans ces relations avec les services secrets marocains. Et en fait, même si en Espagne on parlait beaucoup moins sur le sujet, la structure d'influence est la même. Donc, il y a un vecteur d'influence avec les politiciens, un autre avec les journalistes, un autre avec les académiciens et un autre avec des sommes d'entreprises. Ce sont les 4 vecteurs, on pourrait dire. Nous avons des structures d'influence en Italie, en Belgique, dans d'autres pays. Je parle seulement en Europe. Il y a dans les documents de Chris Coleman aussi des structures d'influence dans des pays américains. Les investigations qui ont été déclenchées dans plusieurs pays, en Italie, en Belgique notamment, nous connaissons qu'il y a aussi bien sûr, des corruptions, des activités qui impliquent directement des responsables européens et des membres du Parlement européen. Las redes de Marruecos se extienden por los Les réseaux marocains se prolongent jusqu'au consulat. Ils sont partout. Nosotros estamos celebrando esta entrevista muy cerca de la Casa Árabe. Cet entretien se réalise face à la maison arabe, qui, à mon avis, devrait s'appeler la Maison du Maroc, car elle est depuis plus de 2 siècles au service des intérêts marocains. Hace 2 décadas, al menos, que yo sepa, ha sido puesta a disposición de los intereses de Marruecos. On a interdit la présentation des publications qui ne sont pas au goût du Maroc. La fiche de présentation de mon livre, L'histoire interdite du Sahara espagnol, mis à la disposition des lecteurs qui voudront le consulter, a été modifiée et n'a rien à voir avec le contenu du livre, qui est du coup dévalorisé. Yo cuento aquí, sino que es un comentario, es una ficha completamente peyorativa. Avec tous ces réseaux marocains à l'étranger, le Maroc peut éventuellement menacer des autres pays avec des actions terroristes ou des actions avec du trafic de drogue et faire un marchandage
avec les autres pays. Oui, si vous ne voulez pas des attentats terroristes, il faut donc changer votre politique à la faveur de mes positions. Ce n'est pas une spéculation. Il y a eu un document, deux documents, je me souviens, de Wikileaks sur le gouvernement espagnol où des représentants nord-américains s'étaient entretenus avec des responsables du ministère espagnol des Affaires étrangères et où, dans ce document de Wikileaks qui avait été fouillé dans un certain moment, où les responsables espagnols disaient qu'il faudrait changer la position espagnole sur les arts occidentales pour éviter un nouveau attentat terroriste comme celui du 11 mars 2004. Monse, oye, estoy en Alto, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Estábamos en el andén, lleno de gente, lógicamente, por la hora que era, y ha habido una explosión, ha cundido el pánico entre la gente, hemos corrido todos hacia las escaleras, y cuando estamos en las escaleras ha habido otra explosión. Todos fuera, hay una bomba. Era desesperante, no podíamos salir. Cuando yo me bajé había muchos muertos, muchas heridas. Cadáveres por el suelo, todo desparramado, todo, gente ardiendo y gritando. Creo que ha sido una de las cosas que más hemos visto reflejado en las caras de las personas. Nous savons que presque tous les impliqués étaient des Marocains. D'abord, c'est un fait. C'est un fait. Son los suicidas de Leganés, autores del atentado del 11M, durante la grabación de un vídeo en el que amenazaban con más ataques a España. En esas imágenes, grabadas 7 días antes de que se suicidaran y a las que ha tenido acceso La Sexta Noticias, vemos cómo se ríen después de que les estallase una bombilla con el cuerpo cargado de explosivos. Ensuite, nous savons que quelqu'un des impliqués avait des relations avec les services secrets marocains et espagnols, par exemple, les personnes qui informaient tous les deux services, mais un double agent toujours plus d'un côté que de l'autre. L'hypothèse la plus probable, c'est que l'État marocain était derrière. Sur l'attentat du 11 mars, Driss Bassri aussi avait dit quelque chose à ce sujet, suggérant une implication marocaine dans l'attentat. Après l'attentat, la première décision en politique étrangère était de retirer le soutien au plan Baker. Ce pays qui se présente comme un pays garant de la sécurité, comme un acteur contre la lutte terroriste, c'est le même pays qui organise, finance des terroristes contre les pays auxquels lui veut attaquer. Parecía agarramientos por todos los lados, gente destrozada por todos lados, gente gritando, pidiendo ayuda. Y piensas en tu familia, que está muy contenta, y piensas en la gente que no ha tenido la suerte que he tenido yo. Una supuesta carta de la red terrorista Al-Qaïda ha reivindicado los atentados de Madrid. Un acte perpétré par Hassan El Aski, un Marocain, Fouad Belkacem, 32 ans, provocateur d'origine marocaine. Brahim
Abdeslam, d'origine marocaine, le premier kamikaze a explosé boulevard Voltaire, le kamikaze du Stade de France, Bilal Adfi. D'origine marocaine, sans profession connue. Abdelhamid Abaoud, surnommé Abou Omar al-Belgiki, un Marocain qui a vécu un temps à Molenbeek. Maintenant, c'est un secret de polichinelle que les services secrets de plusieurs pays utilisent le terrorisme. Mais un des premiers pays à faire un usage du terrorisme islamiste, c'était le Maroc contre l'Algérie. Et ce n'est pas une spéculation, c'était le roi Hassan lui-même qui l'avait avoué. Ce sont les faits qu'un des plus importants terroristes algériens avait reçu le soutien marocain. J'avais sous mon autorité une centaine de personnes qui circulaient au Maroc, parmi eux des frères afghans. Le palais royal m'a convoqué via un frère, sachant qu'on en avait 4 en détention. On m'a contacté en prenant toutes les dispositions pour sécuriser le contact. Au début, je suis arrivé au palais à Rabat. On m'a pris en charge dans un petit palais à Salé. On voulait faire de nous des collaborateurs et on a tout fait pour cela. Le Front islamique du salut était présent avec nous au Maroc. On mangeait ensemble, on partageait les mêmes résidences, on disposait de 3 villas et un appartement. Nous avions même un médecin à notre disposition dans l'une des résidences que nous utilisions comme base arrière pour soigner les blessés. Pour le financement, nous nous servions des banques marocaines, mais l'argent arrivait de l'étranger. On oublie que ce qui était le numéro 2 du Maroc au temps de Hassan II, son ministre de l'Intérieur, Driss Basri, après sa chute du pouvoir dans les derniers mois de sa vie, il lui-même avait aussi avoué l'implication terroriste du Maroc pour ces opérations. Uy, España y Argelia, yo creo que somos, como decimos los españoles, como los hermanos pobres de este pacto. L'Espagne et l'Algérie, comme nous le disons ici, c'est les pauvres frères de ce siècle. Et nous, en Espagne, nous sommes affaiblis depuis l'ère de la démocratisation de notre pays. Le Maroc veut décrédibiliser l'Algérie, confirmant sa politique expansionniste, avec une volonté de marginaliser l'Espagne afin de dominer l'Afrique du Nord et le sud de l'Europe. C'est la clé que veut avoir le Maroc. L'Union européenne ne bouge pas le petit doigt devant cette politique expansionniste du Maroc, ni pour l'Espagne, ni pour l'Algérie, par rapport aux pressions qu'elles subissent. Tampoco le pone trabas a Marruecos, nadie sale a defender ni a España ni a Argelia de la presión que están sufriendo estos dos países. Argelia es un país extremadamente fundamental. L'Algérie est un État clé. Sa déstabilisation pourrait se traduire par la division de tout le Maghreb en 2 parties, ce qui va causer son effondrement. Queda totalmente inestable. Sans la stabilité de l'Algérie, le Maghreb va sombrer et retombera dans le XVIIe siècle. Nous avons un intérêt à avoir une relation avec cet acteur clé. Le gouvernement espagnol ne joue pas un rôle, pour dire, clair au niveau de l'Afrique du Nord.
L'Algérie est un État clé. Je crois qu'on ne l'a pas assez écouté. Le Maroc a fait un réarmement avec l'objectif d'avoir un certain équilibre et une certaine parité avec l'armée espagnole dans les secteurs où le Maroc auparavant était dans une position d'infériorité. Et concernant l'Algérie, le Maroc essaie de renforcer certains secteurs où l'Algérie, à ce moment, semble n'avoir une armée très forte, notamment au niveau des drones, je pense, parce que la marine algérienne est forte avec les sous-marins, l'aviation, mais au niveau du drone, c'est un point important où le Maroc peut réussir à attaquer l'Espagne ou l'Algérie, par exemple. Le discours critique envers le Maroc ne se limite plus aux académiciens. Il s'étend aux militaires, à l'image de l'amiral Juan Rodríguez Garat dans son livre « Les tambours de la guerre », où il met en garde contre les ambitions expansionnistes marocaines et appelle à renforcer la défense espagnole. Le Maroc, à travers des déclarations hors contexte, commet des actions qu'on pourrait inclure dans une carte de guerre hybride contre la souveraineté espagnole, allant entre l'utilisation de la carte de l'immigration clandestine à l'exploitation de l'îlot Perside depuis plusieurs années, ainsi que le report de l'ouverture des frontières, en plus de l'espionnage des téléphones des membres du gouvernement et la monétisation des voix des électeurs dans les villes autonomes. Tout cela, ce sont des dispositions qui entrent dans le cadre de la guerre hybride qu'entreprend le Maroc. Cela démontre encore une fois que le gouvernement marocain dissimule ces scandales en attaquant tout ce qui est espagnol. Garat et de nombreux spécialistes des affaires militaires se montrent sceptiques quant aux conséquences du budget limité de la défense espagnole, comparé à celui de ses voisins européens. Ne pas suffisamment investir, et je ne parle pas du domaine militaire, mais plutôt dans l'espace et le renseignement cybernétique. Les dangers et les menaces hybrides sur le plan technologique démontrent une faiblesse. On ne peut pas faire ce genre d'investissement rapidement car cela prendrait plusieurs années. On ne peut pas mettre en œuvre aussi une culture de la sécurité, du renseignement, de la paix et de la démocratie sans une base solide pour consolider nos capacités de défense et non pas d'agression. Il faut que nous ayons une vision plus globale autour de la nature du renseignement et lutter contre. Le Maroc ne veut pas une guerre conventionnelle. Ce n'est pas la première option. C'est pour ça que le Maroc s'est spécialisé dans ce qu'on appelle maintenant la guerre hybride. On voit notamment aux Canaries, avec l'invasion de migration illégale, facilitée par le Maroc, parce que tous ces navires traversent des eaux qui ne sont pas marocaines, mais qui sont contrôlées par le Maroc, et c'est le Maroc qui permet tout ça. Les eaux entre le Maroc et l'Espagne sont un terrain propice à l'immigration illégale et au trafic clandestin. 2022. La operación desplegada durante la primera semana de este mes de junio ha contado con un amplio despliegue de medios navales y aéreos y ha sido dirigida para la implementación de nuevos procesos.
15 octobre 2023, une tragédie frappe la garde civile espagnole. Une patrouille en mer, une poursuite périlleuse contre des contrebandiers. Résultat, une collision violente. 2 soldats espagnols perdent la vie dans cette bataille contre la contrebande. La mer, un terrain de confrontation entre la sécurité espagnole et les embarcations sombres. Le hashish est bien sûr un instrument de la politique marocaine depuis plusieurs années. En fait, c'est le premier producteur mondial de hashish et c'est un produit qui est utilisé pour les services marocains pour plusieurs objectifs. D'abord, nous connaissons, pas en Europe, mais en Afrique, au Sahel, que les groupes terroristes reçoivent de l'argent avec le commerce avec les hachis. D'où vient le hachis? C'est clairement du Maroc. Donc, si les groupes terroristes commercialisent des hachis marocains, c'est parce qu'il y a une liaison entre le producteur et le distributeur, c'est clair. Desplegada durante la primera semana de este mes de junio, ha contado con un amplio... Sudamérica con el objetivo de transportar en las provincias de Pontevedra, Coruña y Madrid kilogramos de diferentes drogas y el embargo de bienes valorados en más de... S'il est vrai que le Maroc contrôle ces sujets qui sont en Europe avec ses services secrets, mais la conclusion est claire. Si c'est vrai que vous avez un contrôle sur le sujet marocain, c'est-à-dire que vous avez le contrôle aussi sur les mafias de la drogue. Les îles Canaries représentent la destination principale de la drogue marocaine. Ce sont des informations confirmées par les autorités espagnoles. Les îles Canaries sont la porte de la drogue marocaine. L'Union européenne conteste cela d'un côté. D'un autre côté, ses députés se laissent influencer par le Maroc. Les services secrets marocains travaillent sans relâche et en permanence en Europe. Nous assistons à la construction du port de Dakhla pour en faire une porte vers l'Afrique. Ce projet est le fruit de l'influence marocaine sur les députés européens, afin de pouvoir commercialiser leurs marchandises en Afrique. Un objetivo muy importante a nivel comercial, pero a otros niveles políticos y geoestratégicos, y que además el puerto de Dakhla, que se está construyendo en este momento en Marruecos, que quiere el protagonismo y ser la puerta de África en el norte de África, eso es una clave a nivel de política internacional fundamental. Se incorpora exactamente igual el tráfico de personas, de petróleo... Le Maroc est impliqué dans la traite des êtres humains, le trafic de carburant et des armes. La production de hashish représente 21% du PIB. Cela a créé des problèmes extrêmement graves pour l'Espagne et l'Europe. Europa y España tienen un grave problema porque es un tráfico ilegal. Es un tráfico de estupefacientes que genera unos problemas económicos, políticos, pero también sociales muy importantes. Esas redes de crimen organizado consiguen utilizar las redes, digamos, más fáciles en Marruecos de obtención de... Un commerce illicite induisant des répercussions négatives sur l'économie, la politique et la société tout entière. Con otras cosas, no solo con hachís. Y eso puede generar una desestabilización que no afecta solo a España, afectará a todo el Magreb y afectará a todo el sur de Europa. Inonder la région de drogue importe guère à ceux qui la commercialisent, pourvu que cela continue à nourrir les milliers de familles. La crainte de la pauvreté hante les nuits des Marocains et le Merzen expulse l'habitant pour permettre aux sionistes de s'accaparer des terres. Cela dit, toutes les données économiques marocaines sont sous contrôle de Tel Aviv. 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et la moitié du peuple marocain lutte pour sa survie.
La dette générale qui plombe le PIB à hauteur de 91% n'empêche le Maroc d'organiser des festivals pour promouvoir son image, en espérant que les projecteurs vont cacher les intrigues du palais pour la succession. Des luttes intestines amplifiées par la maladie du roi et la volonté de son entourage de manipuler son image. Le roi Mohamed VI et son entourage le plus proche ne se soucient jamais du sort de leur peuple. Le gouvernement marocain n'est pas concerné par l'avenir des générations futures, encore moins de l'actuel. Il est plutôt focalisé sur la construction d'un mur autour du Sahara occidental. Il y a une fracture dans la société marocaine entre la classe qui gouverne et l'élite qui évolue à un rythme soutenu, au moment où le Maroc s'attelle à appuyer les groupes de pression. Parallèlement, le reste du peuple marocain ne voit aucun changement dans son quotidien. Le peuple ne possède pas la richesse, celle-ci n'a aucun impact sur sa vie de tous les jours. De la población está teniendo. Yo creo que el pueblo marroquí es un pueblo muy sufrido y también que está el pueblo marroquí. À mon avis, le peuple marocain souffre énormément. Il n'a jamais connu la démocratie. D'ailleurs, à aucun moment, il y a eu une démocratie dans ce pays. Pour lui, la démocratie est une forme de faiblesse. La democracia con debilidad. No hace tanto tiempo, cuando el rey de Marruecos, no el actual, el anterior, paseaba a caballo. Lors d'une des sorties du roi Hassan II à cheval, la population venue l'acclamer passait derrière lui pour ramasser le crottin de son cheval, comme signe de soumission. Como para llevárselas a casa, de una forma de si persisten esos comportamientos, o sea, el comportamiento de ese gesto ha sido erradicado, pero lo que encierra... Cela démontre clairement la soumission de ces gens. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo una idea de sumisión hasta el momento en que el rey caiga Mais si la royauté tombe, ces mêmes personnes qui applaudissaient le roi se retourneraient contre lui. Que le aplauden y le jalean ahora serán los primeros en abalanzarse sobre... L'actuel roi possède un hôtel particulier à Paris d'une valeur de 80 millions d'euros, alors que son peuple souffre de famine et de sous-développement. Rien ne justifie cela. En el interior de Marruecos, le roi passe l'essentiel de son temps à l'étranger, au point qu'on a du mal à croire que c'est lui qui gouverne le Maroc. Fuera de su país, que es difícil pensar que es él quien gobierna su país. Si tenemos en cuenta que en Europa hay una guerra en Ucrania. Si on prend en considération le conflit en Ukraine et la guerre génocidaire en Palestine occupée, on peut dire que la situation est extrêmement compliquée. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais il est clair que le Maroc a choisi son camp. De uno de los dos lados. En este caso con España, evidentemente es una amenaza. Dans ce cas précis, il y a un danger car on ne connaît pas leurs réelles intentions. Le jour où seront dévoilées leurs intentions, nous prendrons conscience des dangers qui nous guettent. Es una amenaza, un riesgo si queramos. Le Maroc a des ambitions territoriales contre l'Espagne, aussi contre l'Algérie, un peu plus cachées, Béchar, Tindouf, mais bien sûr avec l'aide d'Israël,
ça devient plus dangereux. L'objectif du gouvernement israélien, c'est l'annexion de la Palestine et l'expulsion des Palestiniens à l'Égypte, en Jordanie, en Europe ou parfois. Alors, tous ces États qui, comme l'Algérie, s'opposent à cette politique israélienne, sont maintenant des objectifs aussi pour Israël. Nous n'avons aucune indépendance géopolitique. Le vortex de la fuite en avant semble être le titre idéal de l'étape actuelle. Rien, ni les Nations Unies ne se sont écartées du principe de l'autodétermination du peuple sahraoui, ni les reconnaissances n'ont permis l'annexion du Sahara occidental au Maroc, ni les campagnes médiatiques intensives n'ont pu ébranler les pays voisins, ni l'argent investi pour les projecteurs n'a pu détourner l'attention des Marocains d'une menace existentielle qui défie leur honneur et leur droit à leur terre. Seule constante, c'est que l'histoire retiendra que le port de Tanger a ouvert ses quais et ses couloirs d'accès aux navires chargés d'armes destinés à tuer les Palestiniens, alors que les ports espagnols les ont refusés. À l'époque actuelle, les collaborateurs devraient s'interroger sur la fin de leur pouvoir avant de signer des contrats dont les termes ne sont pas clairs à cause des positions internationales prudentes envers l'ennemi vert.